Ok, je démarre ce live. Je démarre ce live. Je dois le faire. J'ai mis une petite ambiance boom bap. Parce qu'on va parler de l'âge d'or. Pour se mettre dans l'ambiance de l'âge d'or du hip-hop des années 90, 90. On met du boom bap. Petit boom bap pour commencer. Bon, j'ai des trucs à raconter ce soir. Vous l'aurez compris. Du bon, du mauvais. Je pense que simplement, j'ai besoin de vider mon sac. Ça a trop maturé, tu sais, quand ça reste trop longtemps, ça marine trop, après ça sent trop fort. Faut le sortir, faut le griller, tu vois. On va griller ça, mais je vais pas le manger. Moi, je suis pas là pour le sang, c'est-à-dire je suis pas là pour dire un tel, c'est nanani, nanana, commencer à balancer des insultes. Moi, le truc que je veux faire, c'est raconter mon expérience. Donc, je vais nommer les personnes avec qui ça s'est passé. J'aimerais que le récit de mon expérience, il serve aux personnes qui ont peut-être encore de l'ignorance là-dedans, ou à qui il pourrait arriver les mêmes choses qu'à moi, qui pourraient tomber dans les mêmes pièges. Il y a juste les facts, ce soir, il y a juste les facts. Et j'ai pas envie d'être dans le ressentiment, d'être dans la haine. Déjà, je vais commencer par dire un truc, c'est que je veux du mal à personne. Ces gens-là, je veux parler d'eux, parce que moi, ça m'a fait du mal. Maintenant, peut-être qu'ils me voulaient ou pas du mal, ça c'est entre eux et le Tout-Puissant. Moi, c'est pas mon problème. Par contre, j'en avais marre de garder les choses pour moi. Moi, ça fait 7 ans que cette histoire a été finie, mais je l'ai encore vécue à retardement. Il faut savoir que cette histoire, je l'ai vécue comme un film. Mais je vais vous faire un bon récit de tout ça. Et il fallait que je le digère. Et une fois que je le digère, je peux en parler sans le seum, sans être là tout le temps vouloir m'énerver, insulter. Je vais juste donner les facts, les gars. Et je vais répondre à vos questions parce que ça soulève des questions qui peuvent vous être utiles en tant que jeune artiste ou en tant que personne qui s'intéresse au milieu. Mais le sujet de la vidéo, c'est la relation producteur-artiste. Moi, ça m'est arrivé avec Haroun de la Secret Connection. Ça peut vous arriver avec n'importe qui. Je connais plein d'histoires à des gens à qui ça arrivé où il n'y avait même pas d'histoire de notoriété, de légende du rap français, de je sais pas quoi. C'est un truc classique. Ce qui m'est arrivé, c'est un truc classique malheureusement. Et c'est bien d'en parler, c'est bien de nommer. Moi déjà, pour vous faire le pourquoi, là, j'ai pété un câble en story l'autre jour. En fait, je me réveille et je vois l'interview d'Aketo. Je tombe dessus avec l'algo Insta. Et je vois, il parle de l'époque où il était retourné travailler au stock. Et en fait, moi, j'étais là à cette époque. On se voyait 2-3 fois par semaine. J'allais au stud, on faisait des concerts ensemble en France. On faisait ensemble des sessions qui duraient... Je dormais là-bas, je dormais au stud. Je ramenais des potes, il a rencontré des potes à moi. On allait dans les backstage de tous les concerts en Suisse. J'ai rencontré tout le rap français avec Aketo. Enfin, pas tout le rap français, j'exagère, mais une bonne partie d'entre eux, des grands noms, des gens qui ont marqué l'histoire du rap français. On s'est croisés, il me présentait, il disait « Ouais, regarde, c'est mon gars Zinz et tout ». Dans l'interview, et je le vois parler de ça, et je me dis « Mais moi, je suis témoin de cette époque. Je suis le seul gars qui peut dire vraiment ce que t'avais au fond de toi, parce que j'étais son confident à cette époque. Il était à côté de moi au studio, on enregistrait ensemble, et il me racontait ses états d'âme. Et je me suis dit « Mais moi, j'ai toujours trop gardé. Faut que je raconte cette histoire un jour. J'ai envie de la raconter. » C'est mon tempérament. Il y a des gens, ils sont là, ils veulent garder tout ce qu'ils ont au fond d'eux tout le temps. Moi, il me faut le temps de le digérer, mais quand je l'ai digéré, je le crache. Et là, je vais le cracher. J'ai mis la story d'Aketo, et je me suis dit, mais Aketo, c'est humainement qui m'a déçu. Mais en vérité, de business, relation producteur-artiste, c'est Haroun. C'est avec Haroun que ça s'est passé. Donc il fallait que si je parle d'Aketo, je peux pas ne pas parler d'Haroun. Ça serait même injuste. Parce que dans l'histoire, c'est Haroun qui m'a fait vraiment mal au crâne. Aketo, il m'a fait mal au crâne comme 2 humains peuvent se faire mal au crâne. C'est un truc classique qui aurait pu vous arriver dans vos relations de tous les jours. Haroun, il m'a fait mal au crâne d'une manière businessment parlant et artistiquement parlant. Jusqu'à notre conversation d'hier soir, je suis convaincu d'avoir eu affaire à quelqu'un qui m'a manipulé, qui a encore essayé de me manipuler hier soir, et quelqu'un qui... Je ne comprends pas, c'est ça le truc caractéristique. Il m'a fait mal au crâne, d'une manière concrète. Aketo, c'était humain, ce qui s'est passé. Et donc, j'ai lâché ces stories. Et donc, je me suis dit, je peux pas juste lâcher ces stories et ne pas expliquer le fond de la chose. Donc maintenant, je vais expliquer le fond de la chose. Mon propos, c'est la relation producteur-artiste. Et dans mon cas, ça s'est passé avec Haroun de la Secret Connection. Et à côté de lui, il y avait Aketo. Le contexte, on est en 2014, début d'année 2014. Moi, j'ai fait des freestyles sur Rap Suisse tous les cantons. À l'époque, je suis un rappeur comme il en existe des milliers. Dans ma tête, je me disais pas, ouais, je vais CPR ou... Je savais que j'étais bon, mais sans plus, tu vois. Je faisais des trucs avec des potes parce que c'était facile à faire. J'avais pas de déter. Je voulais pas, tu vois, les projets et tout. J'arrivais pas à me cadrer pour ça. J'avais autre chose dans la vie, j'étais jeune. Voilà, bref, je rappais avec mes potes.
tout simplement. Et je faisais 2-3 freestyles parce que les gens ils aimaient bien mes sons, ils me disaient t'es bon et tout. Et Rap Suisse tous les cantons, Raph, grand big up à lui, grand SO à lui, il est venu me voir à Genève plusieurs fois pour des freestyles. Et un jour je reçois un DM, et je me rappelle c'était le lendemain du tournage, ou la veille du tournage de Jeune et Doué. Jeune et Doué, un clip que j'ai sorti avec Soldat et YK2S, grand SO à eux, et qui est jusqu'à aujourd'hui le clip où j'apparais, qui cumule le plus de vues. C'était une période vraiment où moi je faisais ça instinctivement, mais ça commençait à marcher petit à petit, les gens ils voulaient m'avoir et tout machin, on commençait à se trouver une bonne routine avec les potos et tout. Et je reçois un DM un matin sur Facebook, à l'époque la méta c'était Facebook, 2014, Haroun Scred. Petit flashback en arrière, moi j'ai découvert le rap avec la Scred Connection, c'est-à-dire le mec il est tombé sur le gars le plus fan de la Scred Connection qui existe, tu vois. Moi j'avais les t-shirts, j'achetais que Scred Connection comme t-shirt. L'album Au Front, je dessinais la pochette, je le connaissais par cœur l'album. Je regarde, il me dit quoi, ouais franchement lourd l'alien, ce que tu fais et tout, c'est chaud, je t'ai vu sur ce freestyle, après je suis allé voir ça, ce son il est incroyable et tout. Il me parlait de 1,001 nuits. Il me dit vas-y, si t'es chaud, moi je suis sur Lausanne, passe un de ces quatre. Moi frère, je suis refait, dans ma tête c'est un film. D'où ça sort? C'est inespéré, tu vois, moi j'ai même pas cherché. Comme je vous dis, je cherchais pas à m'exposer spécialement. Je suivais mes potes, c'est eux qui avaient les plans. Moi, je construisais pas. J'avais fait un clip, quoi, tu vois. Donc, je vais à Lausanne. J'arrive au studio, je tombe sur qui? Aketo Sniper. C'est quoi cette histoire, tu vois? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, je suis reconnu par des légendes du jeu, tu vois, des gars qui ont marqué l'histoire du rap et qui moi, personnellement, m'ont marqué en tant qu'auditeur. Et les gars, ils me disent, ouais, franchement, nous, on a kiffé ce que tu fais, ça fait un petit moment qu'on est là en Suisse, on guette un peu ce qui se fait par ici, nous, on a bien aimé ce que tu fais, ça ressemble à ce que nous, on aime. Vas-y, si t'es chaud, viens, fais 2-3 morceaux ici, on regarde ce qui se passe. Moi, je suis trop content, j'y vais, tu vois. Mais au début, on parle pas ni de producteur, ni rien du tout, tu vois. Je viens, je fais un morceau, je fais 2 morceaux, je fais 3 morceaux, je lui dis, vas-y, c'est comment, tu vois, là, je suis là, je fais des morceaux et tout. Ok, le studio c'est gratuit, mais vas-y, moi j'avais d'autres studios gratuits et tout. J'étais avec mes potes, chez Michael Drougis, on faisait des scènes un peu partout et tout. Je lui dis c'est comment? Et il me dit ouais, écoute, maintenant arrête de rapper avec tes potes, nous on va te produire. Ici on va faire des sons, après on va faire des clips, après on va t'envoyer faire des scènes, des shows, etc. On va t'ouvrir des portes. Viens ici, c'est bon, c'est ton studio, etc. Donc ça c'est le début. Et moi, vas-y, je suis refait. Je suis comme n'importe quel jeune artiste. Et donc, vas-y, moi, je commence à faire des sons, mais directement, j'essaie de lui dire, vas-y, Haroun, mais du coup, c'est quoi le cadre de notre collaboration, tu vois, entre guillemets. Si tu veux me produire, est-ce que il faut qu'on fasse un contrat? Parce que je m'étais jamais projeté, ouais, vendre des disques, faire des tournées, vendre des t-shirts. Eux, ils me parlaient de ça direct. Lui, il me disait, t'inquiète, je vais venir avec des contrats. Il m'a dit ça pendant les 6-8 premiers mois, on va dire. Je vais venir avec des contrats, t'inquiète. T'auras un contrat, t'inquiète. Et vas-y, moi je venais, et puis de temps en temps, tous les 3-4 séances, je reposais la question, tu vois. C'est quand qu'il y a un contrat, Haroun. Et un jour, il m'a pris, et il me dit, ouais, tu sais, Zinz, y a pas besoin de contrat entre nous, parce qu'en fait, c'est simple, les droits des artistes, ils sont déjà réglés naturellement. L'artiste, il a le droit à ses droits d'auteur. Ça, c'est sa version. C'est ce qu'il m'a toujours dit pendant les 4 ans où j'y étais. Il m'a dit, l'artiste, il a le droit à ses droits d'auteur. Donc c'est naturel. Il n'y a pas vraiment besoin d'un contrat. Je me méfie un peu, mais pas tant que ça. Je me dis, le gars, tu vois, je vois, il est là, il s'investit dans mes morceaux, il m'enregistre. Aketo, il m'enregistrait. Il me ramène dans des backstage, je vois des gens, je rencontre des gens et tout. Moi, j'avais encore des étoiles plein les yeux, tu vois, pendant les première et demie année, tu vois. Et là, c'est là qu'il me pose et qu'il me dit, ouais, bah écoute, nous, on n'a pas de contrat. Je dis, ouais, mais écoute, moi, je crois que je serais quand même plus à l'aise avec un truc comme un contrat, tu vois. Et il me dit, écoute, pour l'instant, c'est pas le sujet. Quand on aura planifié un projet, là, on parlera de contrat. Ok, d'accord. Bon, bah d'accord. Alors, vas-y, je continue à faire des sons, s'il faut pendant 1 an encore, et puis après, on verra, on planifiera un projet. C'est à cette période-là où Aketo, il s'est remis au travail, il est beaucoup sur Lausanne, on se fréquente beaucoup, on mange des grecs ensemble, on dort sur les canapés côte à côte, ça travaille, le son. Moi, j'ai pu aussi prendre beaucoup de savoir de leur part. Et pendant ces sessions studio-là avec Aketo, j'ai appris beaucoup de choses sur comment devenir efficace en studio, l'écriture, les textes, sur comment être stratégique dans le placement de ses meilleures mesures et tout. J'ai quand même pris de la science, tu vois, je vais pas mentir. Les gars m'ont appris des choses, vraiment. Et bref, mais au bout d'un certain moment, je reviens avec mes questions. Là, s'ajoute une autre question, c'est... Je commence à avoir une vingtaine, trentaine, quarantaine de maquettes. Je dis, les gars, c'est comment?
On va sortir des sons un jour, comment, tu vois. En fait, là, en face de moi, j'ai un gars qui me répond toujours vaguement. Et moi, je commence un petit peu à exprimer du mécontentement. Je lui dis, écoute, moi, ce son-là, je l'aime bien, viens, on le sort. Ce son-là, je l'aime bien, viens, on le sort. Ouais, je sais pas, faut réfléchir, truc, machin. Et puis, là, je commence à comprendre qu'il y a une gamberge, vraiment. Moi, j'étais encore dans la spontanéité, j'étais encore proche de mon art, disons. Parce que là, je vais vous parler artistiquement. Il y a le business, il y a l'artistique. Artistiquement, moi, j'avais encore du plaisir à faire mon art. Eux, je vois, ils sont dans des calculs. Mais les gars, des calculs scientifiques par rapport à leur audience, au public, à ce qu'il va dire, à telle phase, mais j'ai fait ça avec tel beatmaker, mais je peux pas faire un feat avec lui parce que truc, machin. Dans toute cette période, faut savoir quelque chose. C'est que moi, je faisais des morceaux là-bas, mais j'avais rien le droit de faire ailleurs. C'est-à-dire que j'avais pas le droit d'embarquer mes morceaux, je pouvais pas écouter mes maquettes chez moi, je pouvais les écouter que là-bas sur place au studio à Lausanne. J'avais pas le droit d'aller faire des concerts de mon propre chef, j'avais pas le droit d'aller faire des feats avec des potes, j'avais pas le droit d'aller faire des open mic, des conneries. Jusqu'à j'ai fait un grunt, c'est Makala qui m'a invité au grunt, je suis content de l'avoir fait, et je te remercie de m'avoir invité Makala si t'écoutes. Aujourd'hui, je suis fier d'être là, tu vois, d'être dans le grunt. Je le fais, je lui annonce, parce que il m'a invité la veille. J'y vais le lendemain, je lui dis, ouais, j'ai fait un grunt. Il me dit, ouais, c'est quoi cette merde et tout, machin, faut pas faire ça. En fait, le mec, petit à petit, je faisais des morceaux chez lui, j'avais pas de contrat. Il me faisait croire que c'était que les droits d'auteur. Et il prenait le contrôle de mon art. Moi, plus je lui faisais confiance, plus il prenait le contrôle, en fait. Et il l'a pas fait d'un coup. Il est pas venu en me disant, ouais, je vais tout décider pour toi. Il est venu en me disant, ouais, viens faire des morceaux. Ouais, celui-là, il est bien. Ouais, mais petit ref, il faut que tu comprennes que nanani, nanana, nanana. Du coup, vas-y, c'est moi qui décide. Tu vois comment? J'étais un petit pour eux. Ils avaient 10 ans de plus que moi. Ils avaient d'expérience. Aketo, triple disque d'or, wesh. Je le vois, il fait confiance à Haroun. Haroun, lui, c'est une légende du rap français. Je leur fais confiance. Mais ils voient que je commence à être mécontent de plus en plus, tu vois. Moi, je me suis laissé amadouer. Parce qu'il n'est pas venu en me disant, vas-y, je vais tout prendre. Il est venu en me disant, ouais, truc, machin, nanana, doucement, en mettant le pied à l'étrier, en voyant les rêves dans mes yeux. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. De la manipulation. Mais petit à petit, il s'accaparait les décisions sur mon art. Jusqu'à même les prods, etc. Ouais, faut pas faire sur telle prod. Ouais, fais le son si tu veux, mais de toute façon, il sortira pas. Ouais, non, il sortira pas, jamais. Jamais ce son, il sort. Des trucs comme ça, tu vois. Et tout le long, il y avait des découragements aussi. Il me disait, mais quand on va sortir, tu crois, ça y est, tu vas péter direct, tu crois, tu vas faire des disques d'or. Il me disait des trucs comme ça, alors que c'était lui qui me produisait. Là, je rentre un petit peu dans le relationnel. Mais en fait, parce que le relationnel, il rentrait doucement. Tu vois, il n'y a pas eu comme ça. À partir de là, ça commence à rentrer un peu dans l'emprise, tu vois. Et moi, je le sentais, ça aussi. Du coup, moi, j'essayais de prendre un peu de pouvoir sur mon truc. Donc, j'essayais de le forcer à me faire sortir, à me faire des bails. Je lui dis, regarde, là, je fais rien. Je tourne pas un clip. Je fais pas un freestyle. Y a rien. Mon art, je le partage pas. Je peux pas le partager, il est bloqué. Je suis frustré, je peux même pas l'écouter chez moi. Je peux même pas écouter mes maquettes chez moi. Lui, qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Il s'est mis à me faire des shows, en fait. Des premières parties. Ou des coplateaux. J'ai fait la première partie de Demi-P, la première partie de Valt. J'ai même fait la première partie de Method Man et Redman. C'était lourd. Et eux, ils venaient genre à la fin de la première partie. Genre, je fais 4 sons. Et eux, ils arrivent à la fin du show. Ils font un son avec moi. Genre, on était sur un freestyle à 3 où je sais plus trop comment ça se passait. Où ils faisaient... Haroun, il faisait au front, je crois. Il me semble qu'il faisait au front. Ça me radoucit parce que du coup, il me met dans le parasocial du rap. Il me fait rencontrer Vald, il me fait rencontrer Tunisiano, Demi-Portion. Je rencontre Niro. Ils parlent de moi. Ils font écouter mes morceaux parce que moi, je les avais pas. Eux, ils les avaient. Aketo, il avait mes morceaux dans son téléphone. Et moi, je les avais pas. Il a commencé à me faire des bacs. Moi, j'ai fait une fois des bacs pour Haroun. J'en ai fait 3. Je sais plus si c'est 3 ou 4 pour Aketo. Et je vais faire avec lui des trucs sur des gros festivals à Grenoble, à Montpellier par exemple. À Montpellier, salle remplie. Lui, c'était la tête d'affiche ce soir-là. Et moi, tu vois, je fais ces trucs-là. Hein. Je vois hôtel, et je vois, il y a du monde, il y a un chauffeur, un runner. Je vois, ça lui ramène de la bouffe. Même moi, j'ai le traitement, tu vois, j'ai le traitement de la star parce que je suis son backer. Je suis son petit, il dit partout, c'est mon petit ref. Vous allez voir, il arrive et tout. Moi, je vis ça, je suis encore dans mon truc de vas-y, ça y est, c'est incroyable. C'est à ce moment-là que je comprends que je suis bon. Je comprends que mon art, il peut intéresser des gens. Parce que je vois des salles aussi. Moi, je fais des morceaux pendant que je les back. Je fais 1 ou 2 morceaux. Je vois des salles qui répondent. Il fait écouter mes morceaux à des gens, des REDK. Je vois ça les valide. Des gars que j'écoute, je dis, ils sont trop forts. Ils disent, t'es trop fort. Et je commence à comprendre aussi que tout ça, c'est un business. Il y a de l'argent. Et je réalise qu'en fait, lui, il est payé. Et moi, je touche rien au départ. Je touche R.
Et je leur dis, les gars, c'est comment, vous me payez ou pas, tu vois, je viens, je donne des week-ends, j'ai une vie aussi, etc. Payez-moi, quoi. Normal, t'es payé, paye-moi. Ça m'a lâché 50 balles, les gars. Ça m'a lâché 50 francs. Ça m'a dit, tiens. Et en plus, même, c'était... Au départ, ça me disait, ouais, mais tu sais, moi, j'ai fait plein de bacs pour des gens sans être payé, tu sais, on n'est pas toujours payé quand on fait des bacs. J'ai pris des cachets à 500 balles, à 800 balles. 800 balles, je donnais 150 à mes deux backers, 100 balles à mon DJ. Je prenais la moitié tout seul. Et déjà, c'est quelque chose, déjà. Un petit ref, il est là avec toi, tu lui lâches 50 balles. Alors que les cachets, c'est plusieurs milliers d'euros, les gars. C'est pas un truc à 1000 balles. C'est pas un truc à 800 balles, à 1200 balles. Comme nous, on peut toucher les petits rappeurs indés. C'est des 3000, des 4000. Je me dis, c'est quoi ces histoires? Et en plus, je me dis, c'est quoi? En fait, le truc qui m'a mis j'ai pas de contrat, mais... Du coup, quand il sort, c'est quoi? Moi, j'ai que les droits d'auteur, mais du coup, j'ai aucun droit de regard après sur ma musique. Si elle marche demain, ça lui appartient, quoi, en gros. Et je commence à me poser cette question un petit peu, tu vois. Mais même là encore, je me dis, écoute, quand il y aura le projet, parce que c'est ce qu'il me répétait, je lui ai reparlé de contrat, je lui ai dit, mais vraiment, tu veux qu'il n'y ait aucun contrat entre nous et tout. Et lui, il me dit, écoute, tu sais, tellement je lui faisais confiance, je le tournais comme ça. Hein. Il me dit, écoute, quand on va préparer le projet, on va préparer des contrats. Il me redit ça, parce qu'au début, il m'a tenu la première année en me disant qu'il allait me faire des contrats. Moi, je lui dis, il faut qu'on commence à tourner des clips, il faut qu'on commence à chercher une DA, un projet, une liste de sons. Dans cette année-là, je lui ai trop mis la pression. Il fallait qu'il commence à faire bouger des trucs pour moi. Au bout de 3 ans et quelques. Là, à ce moment-là, je suis à plus de 70 maquettes de sons, dont plein que j'aime beaucoup. Et je les faisais pas tout seul. J'ai ramené des potes, j'ai ramené YK2S, il est venu, on a fait 3 sons là-bas. À un moment donné, il me faisait croire qu'on allait peut-être sortir en groupe. Haroun, il me disait peut-être on va faire un groupe. Après, il m'a même pas dit, fais pas de groupe, il m'a dit ramène plus Y. C'est mon pote, c'est mon ami, je fais du son avec lui, il me dit ramène-le plus. Tu sais, le contrôle. Moi, c'est ça dont je parle, c'est l'emprise, c'est ça qui est grave, ce qui s'est passé, tu vois. C'est qu'au final, lui, il parle de douanier dans son interview, mais lui, c'était mon douanier à moi. Et c'est son propre douanier à lui. Et ça, il s'en rend pas compte. On arrive à un moment où ça commence à tourner des clips. Ça tourne. Au bout de 3 ans et quelques, et de 70 maquettes, et de m'avoir baladé, de m'avoir fait faire des bacs gratuitement, de m'avoir jamais répondu, de m'avoir tendu aucun contrat. Et de toujours agir comme si mes demandes, c'était des plaintes, et que lui, il avait rien à se reprocher, et que dans ce que je demandais, il n'y avait rien de légitime. Et donc, on arrive au moment de tourner des clips, on tourne Solo, c'est Sauce Jackson, mon gars Sauce, grand big up à lui, parce qu'en plus, regarde tous les sons que je faisais, je le précise, j'en faisais la plupart sur les prods à Sauce Jackson. Du coup, il bloquait son art à lui aussi. Parce qu'il lui disait, parce qu'il était là, et lui aussi, il respectait leurs paroles d'anciens. Il lui disait, non, t'as un bon truc avec Zinz, va pas faire des prods partout, parce que sinon, nous, on va pas sortir les trucs avec Zinz, on veut que ce soit entre Zinz et toi. Lui aussi, il a été bloqué pendant 4 piges. Ils s'en battent les couilles des humains. Y, je le ramène avec Haroun et Aketo faire des sons, 3-4 sons. Lui aussi, il pète son câble. Il dit, comment ça, eux, ils veulent qu'on soit un groupe, un binôme. Nous, on se connaît depuis qu'on a 16 ans. Et les gars, ils vont péter ensemble et tout. Frère, c'était notre rêve, frérot. Et du jour au lendemain, il dit, vas-y, arrête de le ramener. Moi, je dois dire à mon pote, Haroun, il m'a demandé d'arrêter de te ramener. On tourne les clips, là. Solo, je le tourne, c'est Sauce qui paye le clip. D'accord? C'est lui qui ramène. Il dit à Haroun, moi, j'aimerais lui produire un clip, je vais lui produire moi. Parce qu'Haroun, à chaque fois, il disait, ouais, mais c'est chaud, faut de l'argent, faut truc. Moi, maintenant, je me suis autoproduit, je sais que tu peux faire des visuels, tu prends un téléphone, frérot, tu croises, il y a des gens, ils sont chauds de fer, tu te débrouilles, tu trouves. Bref, on filme le truc. Le monteur, il fait n'importe quoi. Haroun, il me dit encore, qu'est-ce que t'as à te plaindre du montage, truc, machin, je lui montre le truc, il me dit, oui, c'est de la merde, mais tu vois, il partait toujours du principe que j'avais tort. BS, il remonte le clip, on l'a. Il sort pas. On tourne un clip, le clip de 2017, on le tourne en fin août 2017. On tourne le clip de la poignée de punchline sur la prod à Prime, on l'avait tourné quelques mois avant aussi, en mai ou en juin. On arrive à la fin de l'année 2017, donc ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans que je suis là-bas. Un septembre, un matin, je me réveille, il y a mon pote, il m'écrit, il me dit, ouais, lourd ton son. Quel son, je lui dis. Kim Jong-un. Je dis, mais frérot, moi-même, je suis pas au courant que j'ai sorti un son. Comment ça, frère? Tu te réveilles un matin, tu sais pas que t'as sorti un son. Je savais pas ce que j'allais sortir. J'avais pas de plan, de projet, de rien du tout. Je me lève le matin, il me dit, lourd ton son, frère. J'ai pété un câble dans ma tête, je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie, frérot? Là, j'appelle Haroun, je lui dis, mais oh, tu pourrais prévenir au moins, c'est quoi? Il me dit, mais j'ai voulu te faire une surprise et tout, machin. Mais quelle surprise, frérot? C'est quoi cette emprise? Je suis un artiste ou c'est toi l'artiste? Mon son, c'est le tien, en fait. C'est ça, en fait.
Mon son, c'est le tien. Mais oui, je vais vous expliquer après que oui. Je commence à lui dire, vas-y, ça commence à me saouler cette histoire, vas-y, là, faut qu'on se voie, et quand on se voit, tu me donnes un plan de sortie, sinon moi je vais quitter. Il me dit, ah ouais, bah si c'est comme ça, autant qu'on quitte tout de suite, on se voit pour se séparer. Ça, c'était 1 mois après, je crois, en fait. Il y a eu 1 mois où il a réussi à temporiser. On arrive en novembre 2017. Le son que j'ai tourné, le clip que j'ai tourné, il s'appelle 2017. J'ai rien vu, j'ai pas vu une maquette du clip, j'ai pas vu un montage, un pré-prod, press-prod, j'ai rien vu. On arrive en novembre, j'ai tourné un clip en août, je suis à l'année 2017, j'ai aucune info. Il me dit pas, je vais te le sortir cette année, je vais te le sortir en décembre, il dit rien, rien du tout. Au bout d'un moment, je pète un câble, je lui dis, vas-y, là tu me sors un game plan, sinon je quitte. Il me dit, bah quitte, on se voit au resto chinois, je me rappelle encore. Là quand on se voit, vas-y, c'est le moment de séparation, d'accord, on arrive, c'est le divorce. Je vais au resto chinois et là déjà je suis kécho de comment Aketo il me regarde. C'était devenu un ami. Je passais du temps avec lui. On a échangé beaucoup de choses, on a partagé beaucoup de choses. Pour moi c'était un grand ref. Vraiment du fond de mon cœur. Et j'y ai encore cru même après, hein. Ah, même après cette scène. Je le vois, il me regarde de travers, il me dit vas-y, pourquoi tu nous trahis comme ça, tu nous lâches et tout. Même lui, il était presque dans mon camp. Il me faisait des trucs en douce, il me laissait filmer le canapé pour avoir des petites maquettes à écouter chez moi, frérot. Il me disait, Haroun, il est dur avec toi et tout. Il me le disait, frérot. Et là, il fait le mec et tout avec Haroun, nanana. Il est là, il me dit, ouais, truc, machin, blablabli, blabla. T'es un traître. Quel je suis un traître? En fait, je lui dis, moi, si là, maintenant, je continue de vous suivre, je suis un traître envers moi-même. Moi, vous respectez pas mon art, vous me respectez pas en tant qu'artiste. Vous écoutez pas ce que j'ai besoin. Combien de fois il y a eu des phrases, Haroun, je fais un son, il me dit, ce son, il sortira jamais. Des trucs comme ça. Moi, je vais pas faire J'avais fait un son, il était un petit peu afro, un peu dansant. Il me dit, moi, je fais pas de l'afro-trap, moi. Hier encore, il me disait, tu vas pas m'emmener dans un monde qui n'est pas le mien et tout. Comme si c'était son art. Et là, il commence à essayer de me décourager. Parce qu'ils me disent, mais tu vas faire quoi maintenant? Je leur dis, les gars, moi, je connais plein de gens qui ont des micros. Je vais réenregistrer mes sons et je vais les sortir. Ils me disent, ouais, mais tu crois que tu vas faire quoi? Ton rap à Genève, là, t'as pas de blase. À Genève, vous êtes personne vous écoute. Comme ça, hein. Ah, nani. Je suis un petit frère, j'ai 10 ans de moins. T'as vu, t'es venu, t'as cramé mes rêves, tu les as pris, mon art, tu l'as pris pendant 4 ans, t'as fait ce que tu voulais avec, tu prenais toutes les décisions, tu choisissais avec qui j'allais faire un feat, avec qui, où est-ce que je pouvais apparaître, etc. Carrément, je faisais des trucs en douce, des fois. Je disais aux gens, ouais, sors le pas pour l'instant, je vais essayer de négocier. T'as capté? Eux, ils voulaient que je fasse payer des feats. Ils me disaient, si les gens ils veulent fitter avec toi, il faut qu'ils payent. Ils me disent, vous avez jamais percé dans le rap, les gars de Genève et tout. Toi, vas-y, tu vas jamais percer et tout. Et moi, tu sais, je me défends, je suis là, je dis, qu'est-ce que t'as? Toi, t'es venu me chercher, ça veut dire que je vaux quelque chose. Ça fait 4 ans, t'es là, tu me retiens. Carrément, tu sais, j'ai l'impression, des fois, tu prends de l'inspi sur WAM, sur ma vision de la musique. Parce que ils ont surtout pas Aketo. C'est pas vrai, je vais pas mentir. Haroun, il a une vision de la musique aigri, puriste, scientifique. Faut être pile comme ça. Tu sais, il a marqué l'histoire avec Au Front, il peut plus faire un truc sans marquer l'histoire. Il est obligé de marquer l'histoire. Et du coup, vu qu'il va pas forcément y arriver, donc, on se met d'accord de se séparer. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par me dire, si tu veux réenregistrer tes sons, ça va être de la contrefaçon. Je dis, moi, je vais le faire quand même, voilà. Donc là, on zappe ce chapitre à ce moment précis, d'accord? Et ils me disent, si tu veux récupérer les sons que t'as tournés en clip, les images, etc., il faut que tu payes. Donc moi, quand vous les avez fait avec moi, c'était gratuit. Et maintenant, si je veux les récupérer, il faut que je paye. J'ai dit, ok, d'accord, j'avais tellement envie de sortir du son, ça faisait 4 ans, j'avais rien sorti, à part Kim Jong-un, qu'ils avaient sorti eux, sans me demander mon accord. Ils m'ont présenté une facture à 800 balles. Pour un montage et 2 clips. Et dont un où le titre était pas mixé. Alors que moi, j'étais leur petit. Et qui savaient qu'à ce moment-là, j'étais étudiant. J'avais pas de taf. J'ai payé les 800 balles. J'ai récupéré mon contenu. Je suis parti dans mon coin. Et j'ai commencé à sortir des sons que j'avais enregistrés là-bas en maquette. Haroun qui m'appelle, il me dit, ouais, ces clips-là, tu les as payés, mais le reste, si tu veux le réenregistrer, le sortir, ça peut être de la contrefaçon. Donc lui, quand il dit ça, c'est lui qui était mon producteur, c'est lui qui prenait les décisions pour moi. Il me dit, ça peut être de la contrefaçon, donc ça veut dire que c'est toi qui ferais l'attaque en contrefaçon. Moi, j'entends ça à ce moment-là, je suis déter, les gars, je suis en pétard. D'accord, ça fait 4 ans, j'ai rien sorti. Eux, ils m'ont négligé. Ils ont joué avec moi. Moi, j'avais l'impression d'être un Pokémon. Pokéball, tiens, rap. Je sors mes trucs. Je vais voir un avocat. Je lui dis, monsieur, bonjour. J'ai eu cette histoire, je raconte toute l'histoire. Et je lui dis, maintenant, je veux poser. Et il me dit que c'est de la contrefaçon. Et il me dit, qu'est-ce que t'as signé? Et je lui dis, en fait, jusqu'au bout, j'ai rien signé. Il me dit, ah, donc d'accord, donc vous avez aucune cession ou aucun accord sur les licences. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Il éclate de rire. 4 ans avec Haroun et Aketo. Et tu sais pas ce que c'est des licences. Et aujourd'hui, j'en rigole.
Mais en vrai, ça pourrait arriver à n'importe quel jeune artiste, tu vois, qui fait confiance à son grand ref. Pour moi, c'est un grand ref, jusqu'à ce qu'on se sépare, tu vois. C'est exactement ce qu'il a décrit avec les médias. Il se sert de sa notoriété, de son statut de légende, pour gagner du pouvoir sur d'autres artistes. C'est ce qu'il a fait sur moi. Il avait tous les droits sur ma musique, tout le pouvoir sur ma musique. Et en fait, il le faisait grâce à un flou. Pour vous expliquer un petit peu, hein, ce que moi j'ai compris, je suis pas à l'abri de encore me tromper, parce que je suis pas un avocat non plus. Le droit naturel stipule que, en tant qu'artiste, ta musique t'appartient. Ta musique, c'est quoi? C'est les paroles, c'est la mélodie, c'est la prod, c'est la musique, d'accord? Naturellement, ça t'appartient. Maintenant, quand tu l'enregistres chez quelqu'un, ce quelqu'un, naturellement, les bandes lui appartiennent. Ce qu'on peut appeler les masters parfois. Maintenant, quand vous voulez sortir le son, il faut se mettre d'accord sur justement cette propriété. Parce que c'est un produit qui appartient à deux entités, qui sont l'artiste et le producteur. Donc, ce produit-là qui appartient à deux entités, il y a plein de façons de se mettre d'accord, il y a plein de types d'accords. Il y a des cessions, tu peux céder tes droits, ton droit d'auteur, et après, dans le contrat, il peut y avoir une part qui t'est rétrocédée. Tu peux mettre une licence d'exploitation. La licence, elle peut avoir une date de début, une date de fin. La licence, en fait, c'est un accord, justement. C'est un accord entre les droits des bandes et les droits de l'artiste. Il me semble que c'est juste ce que je dis. Moi, n'ayant rien signé là-bas, il m'a toujours dit, du début à la fin, l'artiste, il a le droit au droit d'auteur. Ce qui veut dire que si j'avais sorti des sons avec lui, d'autres sons avec lui, moi, j'aurais pris mes droits d'auteur, j'aurais fait confiance et j'aurais rien dit. Et lui, il aurait pris le revenu de l'exploitation de ma musique, du fait qu'il possède les masters, comme si j'avais cédé mes droits. Parce que normalement, il faut se mettre d'accord là-dessus. Mais tant qu'on n'a rien signé, tant que j'ai rien cédé, moi, je peux réenregistrer ma musique où je veux, quand je veux. Et du coup, s'il avait sorti mes sons, à tout moment, si lui, il avait gardé le fruit de l'exploitation de ces sons-là, j'aurais pu, moi, me retourner contre lui en lui disant « je t'ai jamais donné l'accord ». Mais ça m'aurait demandé de l'argent, etc., etc. Et donc lui, c'était peut-être une manière aussi de me tenir, grâce à la confiance, d'avoir une emprise sur moi. Et j'ai compris pourquoi il m'avait pas présenté de contrat. Parce que s'il me présentait un contrat, ça, je le voyais. C'était écrit quelque part. Il y avait forcément un truc où j'allais céder le revenu de l'exploitation de ma musique au propriétaire des masters. Et j'aurais touché que mes droits d'auteur, la SACEM, la SUSA. Je me rappelle très bien, il me disait encore, ça c'est réglé par la loi, et c'est la loi qui décide combien t'as le droit, le pourcentage, etc. Comme si on pouvait pas se mettre d'accord là-dessus non plus, ce que j'ai appris après. Et donc moi j'apprends ça dinguerie. Donc je lui écris à Haroun, je lui dis, hey gros, je suis allé voir un avocat, tu racontes que de la merde, les histoires de contrefaçon et tout. Ça sert à rien d'essayer de me mettre des CP, tu veux me mettre des coups de pression, ça marche pas, je vais sortir ma musique, que tu le veuilles ou non. Mais dans sa tête, ma musique lui appartenait. C'est ça le plus important à retenir. C'est qu'au moment où j'ai commencé à devenir son artiste et lui mon producteur, dans sa tête, et de facto dans les faits, mon art lui appartenait. Parce qu'il en faisait ce qu'il voulait, c'est lui qui prenait les décisions. Et qu'en fait, si j'avais sorti ma musique comme ça, moi, j'aurais rien vu de mes revenus. Et là, vas-y, je commence à sortir ma musique, etc. Et donc, je réalise que ce gars-là, il m'a pris 4 ans de mon art, il voulait me voler. Clairement, il voulait me voler. Il voulait me voler. C'était un abus de confiance, voilà. C'est une manipulation. Il s'est servi un peu de l'emprise qu'il avait pour prendre du contrôle. Le gars avait le contrôle sur tout. Il décidait de tout. Et en plus, sans contrat, d'une manière informelle. Donc moi, j'ai quitté ce label, je suis allé faire mes affaires, je suis allé vivre ma vie. Et ça m'a fait des dégâts psychologiques, parce qu'après, j'avais beaucoup de mal à faire confiance. Et aujourd'hui, tranquille, tout va bien, mais j'ai pris beaucoup de temps à me redire, ouais, la musique, c'est du plaisir. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé pendant ces 4 ans-là, c'est qu'ils sont tellement dans des gamberges de fous que j'avais même plus de plaisir à faire de la musique. C'était devenu une corvée. Et quand j'ai sorti mes 5 albums en une année, c'était comme m'enlever une épine du cœur. Et ça m'a fait mal. Et c'était lourd à faire. Et j'ai passé après 4 années à pas faire de son pour digérer tout ça. Et ça m'a permis de digérer tout ça. Et là, j'ai repris depuis quelques années, j'ai une toute autre approche. Je suis là pour kiffer, je suis là pour la sincérité, la spontanéité. Je vous parle de cette manière aussi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux en parler librement. Maintenant, concernant Riyad, Aketo, déjà, il a arrêté de me parler du jour au lendemain quand je me suis pris la tête avec Haroun. À la base, c'était pas lui le producteur, donc je comprenais pas. Ensuite, il est revenu me parler, genre 1 an et quelques après, il me dit oui, parce qu'on avait un morceau ensemble, il me dit oui, le morceau ensemble et tout. J'aimerais bien qu'on le sorte un jour. Qu'est-ce que t'en penses? Alors qu'il m'a pas parlé pendant 1 an et quelques. J'ai dit écoute, moi j'ai arrêté la musique, mais vas-y, si tu veux le sortir, sors-le, y a pas de souci.
Tiens-moi au courant quand tu viens en Suisse, tiens-moi au courant, on boit un café, truc machin. Il me tient pas au courant, je vois il y a des concerts Sniper, je lance un DM, il me répond pas. Bref, c'est pas grave. Et je reviens dans la musique, je réinstalle Instagram, parce qu'à ce moment-là, on se parlait sur WhatsApp, tu vois. Et je lui envoyais des fois des messages quand même, vas-y, tu passes en Suisse, truc machin, c'est lui qui répondait pas. Et là, du coup, je lui écris sur Instagram. Et il me dit, ouais, je lui dis, ouais, t'es quand par ici et tout, Riyad? Il me dit, ouais, je suis plus par là. Je dis, bon, d'accord. Et c'est donc ma seule réponse depuis l'histoire du son qu'il voulait sortir. Il m'a parlé que pour sortir le son, d'accord. Après, il me répond plus. Après, je lui réécris sur Instagram. Et un jour, je lui écris, parce qu'il me répond toujours pas, tu vois, ou à peine, tu vois. Je lui dis, franchement, je suis déçu de toi, Riyad. En vrai, pour moi, t'étais un ami. C'est dommage ce que t'as fait. Voilà, écoute, je t'en veux pas. Mais pour moi, voilà, c'est triste. Et là, il me répond, ah, mais c'est toi, Zinz. J'avais pas capté que c'était toi. Oh, frérot, ça me fait trop plaisir. Non, mais t'inquiète, on va se voir. Ça fait longtemps. Ça ferait du bien qu'on se voit, qu'on discute. Ouais, je sais que t'as un enfant. Ouais, je lui dis, ouais, j'en ai 2. Ok, vas-y, je t'appelle demain, envoie ton numéro. Je lui envoie mon numéro. Le lendemain, il m'appelle pas. Spoiler, 1 an et demi après, j'ai 6 ou 7 pages de remis. Ça m'appelle pas, ça me répond pas. Il est pas allé écouter mes sons. Je vois, il guette mes stories en plus. Mais il répond pas au DM, ni sur Instagram, ni sur WhatsApp. Donc moi, je vois sa tête un matin qui me parle de l'époque où il a recommencé à travailler et tout. J'avais envie. Voilà, je l'ai dit. Pour moi, Aketo, il m'a traité d'une manière hypocrite et ça a toujours été, en réalité, notre amitié, notre truc grand ref, petit ref, ça a toujours été une question de rap en vérité. Et si demain, j'avais pas ouvert mon sac comme ça et que j'avais un buzz par X raison, je sais, d'un coup, il m'aurait écrit. Parce que j'en ai eu plein d'autres des expériences comme ça encore. C'est l'hypocrisie qu'il peut y avoir dans ce milieu du rap. Donc c'est pour ça que je l'ai call out. C'est parce que lui, moi, je l'ai vécu avec lui, tout simplement. Et c'était abusé. Jamais vu un tel niveau de t'es mon frère à t'es personne en fait. Je te vois plus, je sais plus qui t'es. Mais ça c'est un truc, comme je vous dis, c'est un schéma classique. C'est pas juste Aketo. Ça se reproduit, ça se reproduit, ça se reproduit. J'en connais plein à qui ça arrivait de plein de manières. D'accord? Et le truc avec Haroun aussi. Comme je vous l'ai dit au tout début du live, c'est pas spécifique à Haroun. Il y a plein de producteurs qui ont fait ça. Je connais des producteurs qui ont fait ça alors que c'était même pas des rappeurs. À des jeunes qui étaient motivés, qui les bloquent pendant 3-4 ans. Ouais, moi je suis ton manager. Non, mais faut pas faire comme ça. Non, mais faut pas faire comme ça. Les jeunes, les artistes, si vous m'écoutez, arrêtez d'écouter les producteurs, les managers qui sont contrôlants, qui veulent eux, parce que des fois ils viennent d'un coup, d'abord ils te saucent, et après ton truc devient eux. Ne vous laissez jamais déposséder de votre art. C'est ce que vous avez de plus précieux. Votre liberté, votre art, vous la gardez jusqu'au bout. Et s'il y a des gens qui sont des producteurs, des managers, c'est des gens qui doivent vous servir. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler pour votre art. C'est pas l'inverse. C'est pas vous et votre art qui travaillent pour eux, leur gloire, leur petit ego, leur envie de contrôle, de possession, d'être les chefs comme ça. C'est l'inverse. Ils doivent être à votre service. C'est vous les artistes. C'est nous, on produit cette shit. Moi, je suis un artiste actif et vivant et je le serai toujours et je vous le souhaite à tous. Faut être heureux de vivre, heureux de faire de l'art. Peu importe que vous perciez ou pas, que vous soyez connu ou pas, que vous soyez avec des légendes ou pas. Ça, on s'en bat. L'important, c'est que vous puissiez faire ce qu'il y a dans votre cœur et dans votre âme. Et que vous puissiez aller profondément dedans. Et vous laissez pas influencer par les blablas d'un tel ou d'un tel qui vous dit ça marche, ça marche pas. S'en bat les... Le but de l'art, c'est de l'art. C'est faire de l'art. Le but de l'art, c'est de faire de l'art. C'est d'avoir la vision artistique. C'est ça qui est important. Et ces gars-là, ils ont perdu ça, et ils ont failli me faire perdre ça, ils ont failli me faire perdre le goût à la musique. Je l'ai retrouvé, le goût à la musique. Je le fais avec spontanéité, avec amour, comme jamais. Même carrément, je l'ai plus que j'aurais pu l'avoir sans ces expériences. C'est comme un mec qui passe près de la mort, et qui, quand il se relève, il comprend enfin le sens et le goût et la valeur de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ben moi, ça m'a fait ça artistiquement, tout simplement. Et encore hier soir, il est venu me parler. D'abord, il vient en me disant, est-ce que tu veux qu'on supprime le son Kim Jong-un? Je dis non, tu fais ce que tu veux avec ça, parce que c'était déjà dit au téléphone. Je dis, moi, j'attends rien de vous. Ni de toi, ni de Riyad. Riyad, j'attendais peut-être qu'il me rende l'amitié et le respect que je lui donnais, mais toi, j'attends rien de toi, tu vois. Je lui dis, pour moi, ce que t'as fait, c'était de la manipulation, t'as joué avec mes rêves de petit frère. Et là, direct, ça rentre dans le dur. Oui, mes trucs, mes machins, contrefaçon. Moi, je croyais que c'était de la contrefaçon. Et moi, je lui dis, mais si tu crois que c'est de la contrefaçon, ça veut dire que c'est toi qui vas faire l'attaque en contrefaçon. C'est logique. C'est un CP. Arrête de faire le mec. Lui, il me dit quoi? Il me dit non. Pour moi, on parlait entre potes. Je te prévenais juste que c'était peut-être de la contrefaçon. Mais c'est toi qui vas t'en plaindre devant un tribunal demain. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Il a essayé de me gaslight pendant 4 heures. J'ai pris 4 heures avec lui, hein. Mais pendant 4 heures, je me suis fait du plaisir aussi. Parce que je lui ai dit tout ce que je pensais, et avec du recul, et avec l'analyse, et avec les mots exacts sur le droit, en lui disant,
Ça, tu sais que c'est faux. Ça, tu sais que c'est faux. Pourquoi tu m'as jamais dit ça? Pendant 4 ans que j'étais avec lui dans le même studio, on n'a pas fait un feat. Et lui, il ose me dire quoi hier soir? Il me dit, mais non, j'étais pas ton producteur. Tu sais, c'est la technique classique des manipulateurs. J'étais pas ton producteur. On était un crew d'artistes autoproduits. Je dis, mais moi, mec, j'avais même pas mes maquettes. De quoi tu me parles, autoproduit? T'es sérieux ou quoi? On était un crew, il me dit. On était un crew. On n'a pas fait un seul feat, toi et moi. J'en ai fait un avec Riyad, c'est tout. Tout le reste, je produisais tout seul. Et derrière, c'est toi qui décidais ce que j'allais faire avec. Arrêtez les mensonges. Arrêtez de vous mettre dans des positions comme ça. Ça, c'est des positions de manipulateurs. Je sais même pas, en fait, si lui, il est conscient de faire ça ou pas. Honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, je me pose des questions sur ses intentions. Le sujet n'est pas Haroun. Le sujet, c'est la relation producteur-artiste. Parce qu'il y a plein de gens qui ont ça avec d'autres personnes que lui. J'en connais plein des histoires. La même histoire. Avec plein de gens différents. Et des gens, comme je vous dis, qui sont même pas des artistes, qui n'ont même pas de notoriété, etc. Voilà, je crois que j'ai tout dit, C'était l'histoire de Zinz, Nazim, avec Haroun producteur et Aketo grand frère. Pourquoi j'en parle? C'est aussi parce qu'il a ce discours-là, quand il critique les médias, quand il critique les majors, alors que, voilà, moi, quand je vois son interview sur Aloha, où il dit les gens c'est des douaniers, ils se servent de la notoriété d'artistes pour avoir du pouvoir sur d'autres artistes, lui s'est servi de sa notoriété à lui pour avoir du pouvoir sur moi. Lui, c'était lui mon douanier. C'était lui qui me séparait de ma vision artistique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que je parle. Parce que déjà, c'est des doubles discours, c'est des doubles langages, c'est des hypocrisies, et parce que c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Et même pas que dans le domaine de l'art. Mais dans le domaine de l'art, méfiez-vous. Méfiez-vous des gens qui vous disent « Ouais, t'inquiète, je vais te mettre bien, mais laisse-moi tout faire. » Non, gardez le contrôle, gardez votre liberté, comme je le disais avant. Merci pour la force, merci pour la force, les gars, on est ensemble. Jazair, Tahir Jazair. Mais il est à l'envers à cause de la caméra, mais vous m'avez capté. On est ensemble. Bonne nuit à toutes et à tous également. Merci, à bientôt, gros bisous. Merci d'être toujours là, mes aliens. Tchou tchou.